Bonsoir à tous. Quel lion face à la Namibie le 23 mars prochain? Le manager sélectionneur Rigobert Sambana convoque 34 joueurs pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Plusieurs nouveaux joueurs, mais aussi quelques revenants dans cette pré-liste. Eh bien, c'est une pré-liste puisqu'elle sera réduite dans la perspective de la double confrontation Cameroun-Namibie et Namibie-Cameroun les 23 et 28 mars prochains. La pré-liste des 34 est passée au scanner dans 100% foot sur Equinox Télévision. Championnat Elite One et Elite 2, le boycott tant redouté n'aura pas lieu. Au terme d'une réunion marathon en fin de semaine dernière à Yaoundé, les présidents de club annoncent la poursuite des compétitions. Même s'ils en redemandent, certains présidents avouent être passés à la caisse. L'argent, plus que jamais, naît de la guerre entre la SEC et l'Africa Foot. Les présidents de club souhaitent voir clair sur le financement de la société de téléphonie mobile, sponsor officiel des championnats Elite One et Elite 2 au Cameroun. On parle de ces sujets dans cette édition de 100% Foot sur Equinox Télévision. 100% Foot qui reçoit ce soir Bernard Toutan. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Toujours un plaisir d'être là. Bonsoir panel. J'espère que nous allons passer 1h30 de, comme j'aime bien dire, de la vie. La vie c'est quoi? C'est apprendre, se transmettre. C'est ça la vie. Donc aujourd'hui j'espère que moi je vais apprendre beaucoup en tout cas. Vous allez également beaucoup nous apporter. Merci beaucoup. Footballeur professionnel à la Fédération camerounaise de football. J'ai toujours du mal à situer votre rôle. Vous êtes coach. Je suis un prestataire, je suis coach sportif. J'apporte à tous ces brillants travailleurs. Vous savez qu'à l'Africa Foot, vous avez un nombre d'employés à l'Africa Foot qui font un travail énorme, stressant. Parce que le président de l'Africa Foot, il demande beaucoup à ses employés. Donc quelque part, moi, je les apporte aussi ce moment de relaxation, ce moment de passer à autre chose. Déstresser. Voilà, c'est très important que dans une société qui emploie du monde, ici au Cameroun, on doit avoir cette idée que la collectivité c'est important. Dans une société où vous avez 100, 200, 300 personnes, faire du sport, la cohésion d'un groupe c'est énorme. Donc moi c'est ce que j'essaie d'apporter à la fédération. Je pense qu'ils sont satisfaits. Vous en avez fait aujourd'hui? Demain. Ah, demain. À la prochaine séance. Demain à 16h30. Nous viendrons vous voir au cours de cette séance. Je vous en prie, avec plaisir. Merci d'être sur le plateau de 100% Foot. 100% Foot qui reçoit également sur le plateau Nia Kamenjo Norbert. Bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Et bonsoir à tous les propagistes. Président de Faux Vasu, mais davantage secrétaire général de l'association des clubs d'élite du Cameroun, la SEC. Tout à fait. Et je vais m'en présenter plus sur ma qualité de président de Faux Vasu et élite. Mais Faux Vasu a pris part à la réunion de la SEC, non? Mais je ne vais pas me dérober s'il y a des questions concernant la SEC. Bien entendu. Vous pouvez être serein là-dessus. Vous êtes président de Faux Vasu, mais vous avez pris part à la réunion de la SEC. Tout à fait. Donc, vous nous en direz davantage. Okay. Merci d'être là. Vous n'avez jamais décliné une invitation de 100% Foot. Donc, vous savez, c'est même plutôt une opportunité lorsque je suis invité sur votre plateau. Vous avez un très grand audimat. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit cela. Tout à fait. Et donc c'est pour nous l'opportunité de pouvoir faire passer les messages. Aussi bien au niveau du club, au niveau de la SEC, et surtout permettre de recadrer certains peut-être malentendus qui peuvent se répandre dans le public, comme c'est le cas ces derniers jours. On y reviendra. On y reviendra, on en parlera. Merci d'être sur le plateau de 100% Foot une fois encore. Merci. 100% Foot qui reçoit également ce soir Achille Foumena. Bonsoir. Bonsoir à Thierry. Bonsoir à tous les Camerounais qui nous regardent en ce moment. Bienvenue sur le plateau. C'est votre première? Non, c'est la deuxième. La deuxième. Voilà. J'y avais déjà été une fois et la coïncidence voudrait que ce soit encore. Là, on parle de football professionnel. La dernière fois, c'était avec le président Gaspard Ouna. Ce soir, c'est avec mon père Norbert qui, quoi qu'il veut absolument qu'on parle de lui comme le président de Faux Vasu, mais naturellement, c'est le secrétaire général de la SEC. On ne peut pas avoir le secrétaire général de faire comme si on n'avait pas un responsable de la SEC sur le plateau. Voilà. Et quel responsable plusieurs? Parce que c'est lui la cheville ouvrière, c'est lui le patron de l'administration de cette association. Le secrétaire général, il est là sur le plateau. Merci Achille d'être venu ce soir encore. Je suis tout honoré.
Je reçois également sur le plateau de 100% Foot Christophe Noubissi, il est carrément à la maison, hein. Vous êtes chez vous ici. Bonsoir avec Cyril, bonsoir aux compagnonnistes. C'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve Achille, le pro, et puis le président Nian Dorbert, hein, qui a failli glisser. Malheureusement, vous avez pu le rattraper rapidement avec la SEC. Monsieur le président, merci d'être venu. Et aussi, bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce soir. J'avoue que je serai très encouragé d'apprendre ce soir, surtout que nous avons en face de nous l'un des responsables clés de la SEC, et puis quelqu'un qui est très proche de la FECAFOOT pour comprendre davantage ce qui se passe avec le fonctionnement du foot au quotidien. Je suis ravi d'être parmi les invités ce soir et je crois pouvoir être à la hauteur de servir ceux qui nous écoutent. Vous avez toujours été à la hauteur, tous les quatre d'ailleurs. Chaque fois que vous êtes passé sur le plateau de 100% Foot, vous avez toujours été à la hauteur et nul doute que vous le serez encore ce soir. Merci d'être venu. 100% Foot, vous le savez, c'est le débat, mais c'est davantage le jeu. On privilégie le jeu sur 100% Foot. Le jeu, il se passe sur le terrain. Il y avait un match ce week-end, les rencontres de la 15e journée du championnat de football Elite 1. Et on démarre tout de suite avec les images que nous a ramenées Emmanuel Diop du stade militaire de Yaoundé et Dinsport Lalé qui était face à Renaissance de Ngoumoum. Match de la 15e journée entre deux équipes, bon, j'allais dire de la capitale, mais deux équipes tout au moins de la région du centre. Donc, qui s'affrontaient pour le compte de cette 15e journée au stade militaire. Bon, vous pouvez dire stade Ngouaikele si ça vous convient. Un but partout au thème de cette confrontation entre Edinsport de Lalé et bien entendu Renaissance de Ngoumouf. Les deux équipes n'ont pas pu se départager. Un but partout donc. Sur ces belles images de Emmanuel Diop. Il y avait d'ailleurs un coup double, hein, au stade militaire de Yaoundé, puisqu'en deuxième rencontre, Colombe du Djaïlobo était face à Avion Académie d'Uncam. On voit le coup d'envoi de cette rencontre entre Colombe et Avion. Colombe dans ses couleurs habituelles, c'est le violet, alors que Avion est en jaune. 1-0. Avion qui est venu damer le pion à Colombe dans la capitale. 1-0. Belle opération de Avion d'Uncam qui repart donc avec les 3 points de la journée, les 3 points de cette 15e journée du championnat de football Elite 1. Je rappelle encore ces belles images de Emmanuel Diop. Il y avait match à Douala. Fauve Azur se déplaçait pour rencontrer les Astres de Douala. Les images de Raoul Taboufoui à Douala. C'était plutôt un mauvais déplacement, hein, pour Fauve Azur. Président, qu'est-ce qui n'a pas marché? Fauve Azur n'a pas pu renverser les Astres de Douala. Vous avez vu les images. Nous avons fait, il y a eu 2 erreurs individuelles, il ne faut pas se cacher. Et ça a été catastrophique. On a pris 2 buts. 2 erreurs, 2 buts. Mais oui, vous en avez inscrit un quand même. On en a inscrit un à la dernière minute. Mais au moment où on sortait de notre torpeur, bon, nous avons perdu et nous reconnaissons la victoire méritée des Astres. Des Astres de Douala. On se remettra au travail pour la prochaine journée. Voilà. La 16e. Astres de Douala qui l'emporte donc 2-1 face à Fauve Azur de Yaoundé. On va écouter quelques réactions. Bello Zabo, défenseur des Astres de Douala, Julien Kamta qui a inscrit les 2 buts des Astres de Douala et Emmanuel Kamga qui est le président des Astres de Douala. Tous les 3 ont été rencontrés au thème de la rencontre par Raoul Taboufoui. Nous étions ensemble, nous avons barré ensemble, travaillé ensemble et on a vu le résultat ce soir. Je l'ai cherché depuis le début de saison. Nous avons accepté la souffrance et on a obtenu la victoire grâce à Dieu. Je suis content de moi, mais déjà, comme il a dit, c'est le collectif. Nous essayons de travailler. On a eu la trêve qui nous a permis de bien travailler parce qu'on a fait un mauvais début de championnat et on essaye de corriger les choses. Bon, et ça nous réussit. On va continuer pour la suite. On a perdu un match contre Fortuna qui nous a coûté tellement cher, 3 points. Aujourd'hui, nous devons être les vice, en fait, les seconds de notre poule avec 23 points. Mais vous savez, les matchs se jouent, ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, les poulains ont tout fait pour remporter la revanche sur l'équipe de Fauve Azur qui nous a gagné à 1 de 3 buts.
Donc nous sommes satisfaits. Vous savez, quand on perd un match important comme celui contre Fortuna, contre une équipe qui n'est pas très en forme, et on avait besoin de s'inquiéter. Et heureusement que le staff technique a pu tout faire pour se remettre, pour qu'on puisse apporter ce match. Bravo aux joueurs, bravo également à l'équipe technique. Réunion habituelle, vous savez, nous, on fait des réunions régulièrement pour remettre les choses en place. C'est une équipe professionnelle, vous savez, les réunions, les comptes rendus sont importants et revoir comment jouer, c'est aussi important. Discuter avec tout le staff, même les supporters, c'est important. Donc, pas une réunion technique, mais une réunion coutumière, habituelle. Une autre réunion est prévue pour ce jeudi? Oui, réunion jeudi, juste pour remettre l'équipe en place pour qu'on puisse tenter de faire le playoff cette année à Bafoussam, parce que c'est dans notre fête, il faudrait bien que nous fassions tout pour être champion ou bien vice-champion pour jouer les playoffs. Joseph Kamga, c'est bien cela, Emmanuel Kamga, plutôt le président des Astres, qui fixe les objectifs de cette formation. On l'a dit, victoire sur Fauve Azur. Qu'est-ce qui n'aura pas marché donc pour Fauve Azur? On va écouter Joël Boreux, il est défenseur, et Diodoninki, l'entraîneur de Fauve Azur de Yaoundé. C'est pas satisfaisant dans notre club, puisque sont venus à Douala au moins c'est pour prendre les 3 points de la rencontre d'aujourd'hui. Bon, ça n'a pas été facile, puisque le prochain match c'est toujours à l'extérieur. On va aller au nord encore pour faire exception, au moins savoir les 3 points de la journée là-bas, parce qu'on avait 2 sorties qui allaient à 2 semaines. Bon, aujourd'hui on n'a pas pu avoir les 3 points de la journée. Je pense que la semaine prochaine, ça serait la bienvenue dans les rangs des Fireballs. À ceux qui sortent d'une défaite, c'est normal. Ils ont eu plus envie que nous et je crois que avoir le déroulement du jeu, nous avons juste commis des petites bévues et ça nous a payé cash. Donc je crois que, comme vous dites, on va continuer à travailler parce que le championnat se joue encore. Nous n'avons pas eu assez envie. Les autres ont eu plus envie et c'est ce qui nous a manqué. Mauvais déplacement pour Fauve Azur, bon déplacement pour Canon Sportif de Yaoundé, Canon qui est allé battre UMS de Loum, 2-1, victoire des Mécois. Donc, les 3 points de la journée, Canon de Yaoundé sur ces images. Les images de la victoire, voilà, j'y arrive, hein, la victoire de Canon de Yaoundé face à UMS de Loum, 2-1 également pour le Pakoum au terme de cette journée, la 15e du championnat de football. Et Lidouane, les images de Raoul Taboufoué, je crois bien, c'est bien cela. Voilà, on va écouter quelques extraits au terme de cette rencontre UMS Canon de Yaoundé. D'abord, Priso et Yango et bien entendu Paul-Henri Tique. On va juste dire qu'on a continué à travailler. L'ancien coach aussi travaillait normalement, mais on n'avait pas des résultats qu'il fallait. Avec le coach Obaka, il est arrivé, comme Dieu sait faire ces choses, on a pu avoir des résultats et on continue de travailler tout en restant humble, tout simplement. Ce match, on le prépare depuis pratiquement une semaine. On le parle depuis une semaine et on s'est dit des choses. Nous, l'objectif du camp Yaoundé, c'est de partir au play-off. Donc on va continuer à faire pour aller au play-off. Nous sommes venus à bout d'une équipe de UMS qui ne s'est pas laissé faire. Donc on a su maintenir la pression et on a validé les 3 points de la journée. C'est le collectif, parce que je dirais que c'est le collectif et on est resté soudés. On a suivi les conseils du coach et ça a marché. Chacun a sa philosophie et chacun a sa manière de coacher. Donc il est venu avec un nouvel état d'esprit. Donc on voit que c'est gagnant, donc on doit seulement continuer dans cette lancée. Il faut continuer dans cette lancée. On écoute à présent Emmanuel Ndoumbe Bosso, entraîneur de UMS de Loum, pas content après avoir été battu par Canon de Yaoundé. Il y a des jours sans, il y a des jours comme ça où rien ne va. C'est dommage que c'est le match qu'il ne fallait pas perdre, que nous perdons. Bon, ben, on va se remettre. Rien n'est encore perdu, rien n'est joué. Nous pensons simplement que ça a été un faux pas et nous allons faire un effort pour rattraper. Ça n'a pas marché dans l'ensemble. Surtout au niveau de la finition, c'était pas bien. Problème de concentration, honnêtement, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Ça n'a pas marché. Même les simples, de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils ont l'habitude de bien faire, ça n'a pas marché. Je dis que ça n'a pas marché. Nous prenons comme c'est venu. Ce n'est pas la peine, n'est-ce pas, de commencer à pleurnicher. Si on veut aller loin, on continue à ménager notre monde. Le prochain match, on va jouer contre Renaissance. On va essayer, n'est-ce pas, de voir ce qui n'a pas marché aujourd'hui et de pouvoir l'améliorer dimanche prochain. Tout naturellement, oui. Nous leur avons donné 2 gracieux buts. Avec ça, ils vont fêter, hein. Et avec raison.
Il y a des jours sans, Sango Emmanuel Ndoumbe Bosso, entraîneur de UMS de Loum. Il y avait match également entre PWD de Bamenda et Stade Renard de Mélon. On va voir les images que nous envoie Robert Kenyé, Vivien Tomfak de Bafoussam. Les images de cette rencontre à Bafoussam entre PWD de Bamenda et Stade Renard de Mélon. On rappelle victoire de Stade Renard, 2-0 face à PWD. PWD qui se porte mal, véritablement. Pas très bien, en tout cas, dans ce championnat. Pourtant, ancien champion du Cameroun, ancien vainqueur même de la Coupe du Cameroun, mais PWD qui est en grosse difficulté depuis le démarrage de ce championnat. Il y a pourtant une belle action dans la surface de réparation qui donne lieu à un penalty puisque le joueur a été fauché. Et ça fait l'un des deux buts de Stade Renard dans cette confrontation. On va écouter les acteurs, quelques acteurs, en tout cas les deux entraîneurs, l'entraîneur de PWD et l'entraîneur de Stade Renard, Olivier Nankam, les deux entraîneurs analysent cette rencontre. Parce que en réalité, on avait l'ascendance sur le match, mais malheureusement, comme je dis, on a eu ces deux petites erreurs défensives qui nous ont coûté cher et on a pris des buts. Maintenant, en deuxième mi-temps, on a voulu pousser. On a eu même la possibilité de pouvoir égaliser. Et je crois qu'au pire des cas, on pouvait faire un match nul. Mais malheureusement, ça s'est aussi passé comme ça s'est passé avec UMS, où on a eu beaucoup d'occasions, mais finalement, on n'a pas concrétisé. Et au bout du compte, on a perdu le match. Oui, moi, je pense que c'est une victoire qu'il fallait à tout prix, au regard de l'évolution qu'on a connue avec l'équipe en dents de scie. L'avant-dernière journée, on avait perdu et on avait gagné, je vais dire, contre Renaissance. Après, on a rechuté contre Avion et nous voici qui regagnons contre Pyramide. Je pense que le plus important, c'est de continuer. Et je crois que c'est l'accent sur lequel on va essayer de mettre. Mais déjà, je tire un coup de chapeau aux enfants qui ont vraiment respecté les consignes. Parce qu'il faut avouer, Pyramide, c'est une très bonne équipe. Ça n'a pas été facile, mais je crois qu'ils ont été costauds. Ils ont respecté les consignes et on a pu corriger ce qui nous manquait depuis nos matchs, parce que même quand on perdait, on avait d'énormes occasions depuis qu'on n'arrivait pas à mettre au fond. Quoique aujourd'hui, il y en a eu deux qu'on a mis au fond, c'est vrai qu'il y a eu d'autres qu'on a pu rater, mais l'essentiel est là et puis on ne peut que rendre grâce au Seigneur. Voilà, vous parlez de respect de consignes. Quelle était justement cette consigne face à un adversaire comme PWD? Oui, comme c'est une bonne équipe, elle jouait en 3-5-2. Vous avez vu, on a bloqué leur couloir. Excentré, il fallait être présent au niveau du milieu de terrain, était à retomber. Et comme on a su qu'ils avaient pratiquement les trois défenseurs étaient un peu lourds, il fallait beaucoup de percussions sur le côté, d'où même le pénalty que nous avons eu. C'était clair, donc voilà un peu en gros. Et à cela, il fallait ajouter l'envie, la détermination. Et je crois que les gars ont respecté et bravo à eux. Olivier Nankam, entraîneur de Stade Renard, il a bien exploité les failles de son adversaire, ce qui lui a permis de remporter les 3 points de la journée. On récapitule l'ensemble des résultats de cette 15e journée du championnat Elite One dans la poule A. On a les résultats à l'antenne. PWD, on venait de le voir, battu par Stade Renard, 0 but contre 2. UMS battu par Canon de Yaoundé, 1 but contre 2. Nul, 1 but partout, on l'a vu, entre Renaissance de Ngoumou et Edinsport Lalekié. Colombe a été battu par Avion du Cam, 1 but à 0. Dans la poule B, depuis mercredi dernier, Gazelle, Football Academy de Garoua, avait déjà battu Fauveau de Baham, 1 but à 0. Samedi, Dragon a été battu par Yon Sport Academy, 3 buts à 2. Victoire de AS Fortuna, 2 buts à 1 face à FC Yaoundé 2. Et puis les rencontres de dimanche, Bamboutos, les rencontres de dimanche, les Astres, voilà, qui ont battu Fauveau Azur 2 buts contre 1. Et puis APGS qui a pris le dessus sur Bamboutos de Bouddha, 1 but à 0. Un coup d'œil au classement dans la poule A pour remarquer cette belle opération de Canon Sportif de Yaoundé qui occupe désormais la tête du tableau dans la poule A. Premier, Canon, 24 points. UMS, 24 points. Coton Sport de Garoua, 20 points. Voilà les 3 équipes de tête dans la poule A. Avion Djunkama, 15 points. Au bas du tableau, Avion 15 points. PWD, 13 points. Renaissance de Ngoumou, 12 points. Dans la poule B, rapidement, Bamboutos de Bouddha reste en tête malgré sa défaite, 24 points. Gazelle, 22 points. Fauveau de Baham complète ce trio de tête, ce TSC de tête, 22 points. Au bas du tableau, AS Fortuna, 16 points. Yafoot, 15 points. Et Dragon de Yaoundé, 9 points.
Les résultats en Elite Tour ont disputé la 17e journée sur le tableau des résultats de l'Elite Tour. Victoire de Stade de Bertois 1-0 face à Frontier Street. Racine de Bafoussam battu par Rangers de Bafou 2-0. 1-0 pour Unisport devant Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Léopard de Douala et Victoria United se séparent dos à dos, un but partout. Et Lausanne et Dynamo font jeu égal 0 but partout. Tandis que Aigle du Mungo, regain de forme de l'Aigle du Mungo qui bat donc AS FAB de Yaoundé 2-0. Coup d'œil sur le classement en Elite Tour. Victoria United solidement installé en tête, 30 points pour Victoria United, alors que son poursuivant immédiat Stade de Bertois à 26 points pour AS Lausanne. Au bas du tableau en Elite Tour, Dynamo de Douala 18 points, Tonnerre Kalara Club de Yaoundé 16 points, Ofta de Kribi dont les carottes sont pratiquement cuites, Ofta de Kribi 8 petits points au Marquois. On va bientôt revenir en plateau, mais vous savez que le stade de Bafan avait été suspendu par la commission d'homologation et de discipline, la FECAFOOT, après ces actes de vandalisme à la suite du match qui opposait Unisport et Victoria United, le public qui avait envahi le stade pour contester un penalty sifflé par l'arbitre du match. On avait beaucoup critiqué l'organisation de ce match, le stade de Bafan suspendu, mais Unisport du Oncam a porté plainte contre inconnu, contre X, parce qu'il faut bien que les coupables de ces actes de vandalisme soient punis, soient sanctionnés, parce que le club se dit que ce n'est pas la peine de perdre d'abord le match, perdre les points, et ensuite le stade est suspendu jusqu'à la fin de la saison. Il faudra bien que cela ces actes-là soient punis. On va écouter Donald Ngameni, le président de Unisport du Oncam, qui revient sur cette plainte déposée contre X. Nos avocats sont sur le dossier. Nous avons déjà demandé les motivations à la chambre d'homologation. Une fois que les motivations nous seront transmises, nous allons prendre les dispositions les plus rapides pour pouvoir faire appel tout en attendant la réponse, autant pour moi, de la commission de l'homologation. Selon le règlement, une fois que nous avons demandé les motivations, et c'est à partir du jour dont les motivations sont servies que les 10 jours sont normalement comptés. Donc nous sommes plus ou moins carrés sur ce droit-là. Nous avons essayé de sensibiliser nos supporters. Nous avons également porté plainte contre X auprès du commissaire de la sécurité publique de Bafan pour que toutes les responsabilités soient établies. Et nous condamnons fortement cet acte de barbarie. Je pense que ça n'aura plus lieu dans nos stades. Tout est encore jouable. Nous avons toutes nos cartes en main et je pense que rien ne nous arrêtera pour qu'au soir du 22 avril, nous faisons notre grand retour en douane. Voilà, le président Donald Ngameni qui commençait par expliquer que Unisport du Oncam conteste cette décision de la commission d'homologation et de discipline et qui a donc relevé appel. On verra bien si en appel, on verra ce que ça donnera finalement en appel. Unisport a donc porté plainte, mais sachez que ça chauffe dans cette équipe parce qu'il y a un parent de joueur qui porte plainte contre Unisport. On a la plainte. Et le parent explique que Unisport a engagé son fils sans l'autorisation parentale. Il estime que le fils est mineur et que le club ne devait pas lui faire signer une licence sans l'autorisation de ses parents. Donc l'affaire est portée au niveau de la division régionale de la police judiciaire du littoral à Douala. Je vous lis un peu un extrait de la plainte. En effet, ce dernier a détourné mon fils. Bon, je vous fais grâce du nom. Il a enlevé, les mots sont assez forts, enlevé ici à Douala pour aller le faire jouer dans son équipe Unisport de Bafan sans son autorisation et ni son accord, son consentement. Voilà grosso modo l'objet de la plainte du parent, parce que c'est le parent qui porte plainte contre le président de Unisport et le président de Unisport a réagi au micro de Raoul Taboufoui. On va écouter une fois de plus le président de Unisport du Oncam. Unisport est une société, Unisport est une entreprise. Unisport peut fixer la clause libératoire d'un joueur au montant dont ils veulent, si au préalable ça n'a pas été respecté.
Donc, aucun joueur ne peut nous forcer à accepter des contrats ou des montants qui ne nous conviennent pas. La plaine, oui, mais c'est caduc parce que nous avons l'instance fêtière de la Fédération camerounaise de football qui a arbitré ce genre de litige et non la police judiciaire du littoral. Voilà, l'affaire est au niveau de la police judiciaire du littoral. On va suivre cette affaire de près pour voir finalement ce que ça donne. Revenons donc au problème des présidents de clubs qui ont émis quelques réserves là, depuis plusieurs semaines maintenant et qui avaient même, en tout cas ils ne l'avaient pas dit de manière explicite, mais on sentait qu'il y avait une menace de boycott du championnat. La menace n'aura finalement pas lieu. Les présidents de clubs sont passés à la caisse pour certains. Et au terme d'une réunion, je le disais, à Yaoundé en fin de semaine dernière, et ils annoncent qu'ils vont poursuivre le championnat, mais beaucoup de questions restent sans réponse. Ils veulent voir clair sur le financement et la subvention du championnat de football. On va d'abord suivre ce reportage qui revient sur la réunion des présidents de club. Juste derrière, on revient en plateau pour le débat. Le blocage tant redouté n'aura finalement pas lieu. Au terme d'une réunion marathon à Yaoundé, les présidents de clubs annoncent la poursuite du championnat. Ce qui est important, c'est que est-ce que nous allons jouer? Oui, nous allons jouer. Nous allons jouer jusqu'à ce qu'ensemble avec la fédération, nous trouvons des solutions parce qu'il n'est pas nécessaire pour nous de bloquer le championnat. Et je pense que la fédération aussi n'ont pas intérêt à ce que le championnat soit bloqué. L'argent aura donc fait plier les présidents de clubs. Même s'ils en redemandent, ils reconnaissent pour certains être passés à la caisse. Beaucoup de clubs ont eu les virements. D'autres virements sont attendus pour la semaine prochaine. Et d'autres sont encore attendus pour le début du mois prochain. Et d'autres sont encore attendus. Donc. Mais il n'y a pas que l'argent qui aurait fait foirer le plan de boycott du championnat. De sources généralement bien introduites, soit la SEC a été infiltrée, soit certains de ses membres auraient pactisé avec le comité exécutif de la FECAFOOT. Mais quoi qu'il en soit, l'opacité qui entoure la gestion du partenariat avec la société de téléphonie mobile, sponsor officiel du championnat, est aussi source de discorde entre la FECAFOOT et les clubs. Si nous portons MTN tous les matins, est-ce que c'est encore une subvention? D'abord, regardez le code financier, regardez le code disciplinaire. On dit qu'il est interdit de refuser de jouer sans MTN. Jouer avec MTN est une directive qu'un président de club doit respecter. Mieux qu'une subvention indigne de ce nom, les clubs attendent de la fédération un financement en bonne et due forme. C'est que nous n'attendons pas que la FECAFOOT nous donne des subventions. Non. Quand on dit subvention, c'est comme si un monsieur comme moi, je viens, je fais la manche. Non. La fédération nous donne l'argent qu'elle collecte pour nous. La FECAFOOT avait promis 48 millions de francs CFA à chaque club de l'Elite One en début de saison. Rendu au milieu de la phase retour, même pas la moitié de ce montant n'a été versé. Retour donc en plateau après cette réunion des présidents de club en fin de semaine dernière à Yaoundé. Nous avons le secrétaire général de la SEC sur ce plateau, même s'il veut parler plutôt comme Fauve Azur. Reste que Fauve Azur a bien pris part, bel et bien pris part à cette réunion. Alors, Monsieur le Président, oui, dites-nous, pourquoi décidez-vous de jouer alors qu'il y avait un air de boycott qui planait? Bon, je vais commencer d'abord par recentrer l'objet de notre réunion. Parce qu'il y a eu beaucoup d'interprétations qui n'allaient pas dans le sens réel de notre réunion. Voici le texte de la convocation. Il était question pour les clubs de l'examen de leur situation financière. Donc c'était ça l'ordre du jour. Examen de la situation financière des clubs. Voilà. Donc, cette convocation a été adressée à tous les présidents de clubs. C'était une réunion de réflexion et au besoin de remobilisation de l'ensemble des clubs. Bon, il s'est trouvé malheureusement que ça a fuité pour se retrouver dans les réseaux sociaux. Et certains médias
ont changé l'objet de la réunion pour déclarer qu'il s'agissait d'une réunion portant l'arrêt du championnat pour non-paiement de la subvention de l'Africa Foot. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec notre réunion qui avait été convoquée. Bon, je vais vous dire maintenant ce que nous avons eu à faire comme travaux. C'est que nos travaux portant sur la situation financière du club interpellaient tout ce qui impactait et qui continue à impacter les finances du club. Je vais vous donner un exemple avant d'arriver à lister tous les problèmes sur lesquels nous avons débattu. Tout à fait. J'ai joué hier à Douala et au sorti du match, nous avons eu en termes de recettes, ça fait partie de notre préoccupation, ça fait partie du budget des clubs. J'ai eu comme recette 36 000 francs. 36 000 36 000. On a retranché les 20 000 francs de carton jaune. Hein, et on m'a remis 16 000. 36 000 sur combien? La recette totale du match, c'était combien? Oui, justement. 36 000, c'est votre code-part, mais la recette en général du match, c'était combien? Le problème, c'est quoi? Lorsque nous arrivons au stade, on voit tout un camion qui est en train d'embarquer les matériels de sonorisation. Parce qu'apparemment, il y avait les concerts ou bien là-bas qui s'est passé sur la pelouse. Forcément, ça crée des dégradations. Mais curieusement, on défalque les recettes du match. 800 000, soit disant que bon, ben, les footballeurs dégradent les stades, il faut... L'entretien des infrastructures. J'ai dit que ça, c'est un hold-up. Parce que dans la distribution de la recette de stade, il y a un quota d'entretien de stade qui est bien prévu. Cette affaire de dire qu'on prélève 800 000 parce qu'il y a eu des dégâts sur les stades. 800 000. Voilà. Ça, c'est mon homologue de Douala qui lui-même s'est plaint par rapport à cette situation. Et ce n'est pas bien. Nous avons déjà du mal à boucler notre budget. Il ne faut pas qu'on vienne encore en rajouter à nos problèmes. Donc, c'était un exemple patent des situations qui peuvent impacter sur la finance des clubs professionnels. Donc, je disais tantôt que j'allais vous rappeler les éléments qui ont fait l'objet des débats. Nous n'avons pas focalisé seulement sur l'Africa Foot, puisque l'Africa Foot avait déjà lancé le processus de virement. J'avais eu à expliquer à certains que le virement a été retardé parce que l'Africa Foot voulait boucler les éléments qui devaient l'amener à faire des retenues à la source. Il voulait boucler le recensement des avoirs des clubs amateurs qu'ils avaient décidé de retenir à la source sur les subventions. Ils devaient boucler également le dossier de Oja parce qu'il y avait des clubs qui s'entretenaient, qui s'entraînent au centre technique de l'Africa Foot. Apparemment, ils avaient contractualisé la chose et il fallait donc payer. Donc l'Africa Foot a dû faire un récapitulatif qui devait venir également en diminution de leur quote-part de subvention. Ce qui finalement est arrivé. Bon, c'est pour cette raison que vous allez constater que tout le monde n'a pas le même montant. Voilà. Pour qu'on recadre, Président, ça veut dire que si l'Africa Foot jusqu'à aujourd'hui n'a pas payé les 48 millions promis en début de saison, c'est parce qu'elle a dépensé pour d'autres choses, entre autres l'entretien du centre technique d'Oja, ainsi de suite, ce qui fait qu'au final, les clubs ne pourront plus avoir 48 millions. Non, je n'ai pas dit ça. Je vous ai dit que l'Africa Foot avait déjà engagé le processus, puisque nous avons tenu la réunion vendredi, et samedi matin, le virement était dans le compte de certains clubs. Et je peux vous dire qu'en matière de virement, ce n'est pas le même jour que vous faites le virement que ça arrive dans le compte. Il y a un délai d'exécution. Je vous donne par exemple, pour ce qui concerne Faux Azur. Moi, je dépose samedi l'ordre de virement pour payer mes salariés. On me dit, bon, l'administration cette administration ne travaille pas samedi, que le dossier va être traité plutôt lundi. Mais si lundi arrive, on me dit, bon, attention, comme vos employés sont nombreux, retraitez-nous le dossier et vous nous le produisez par Excel, afin que ça leur facilite la tâche.
quand ça va être déposé demain par Estelle, les enfants n'auront l'argent dans leur compte que le lendemain. Pour ceux qui sont dans la même banque que le club. Mais pour ceux qui ne sont pas dans la même banque que le club, vont avoir ça le surlendemain. Et maintenant, pour ceux qui sont dans les microfinances, ils vont attendre même encore 2 jours supplémentaires. Très bien. On a compris tous ces retards. On va y revenir. On va y revenir, président. Okay. Alors, Achille, réunion des présidents de club, est-ce que vous comprenez ces explications du secrétaire général? Je peux bien comprendre la logique de monsieur le secrétaire général. Je retiens que, quelque part, on a relevé la responsabilité des médias qui, d'après le secrétaire général, ont opéré une sorte de surenchère. Les médias ont annoncé qu'ils entendaient bloquer le championnat alors que c'était pas leur intention. J'ai lu des sorties de 1 ou 2 confrères de Douala qui justement s'étaient appuyés sur les déclarations de certains responsables de la SEC qui avaient dit que c'est une réunion au terme de laquelle allait sortir une déclaration forte. Je comprends ici que les termes ou les propos ont certainement changé. Pourquoi? Parce que la réunion se tient vendredi et le processus de virement a commencé jeudi. Vous voyez que entre jeudi et vendredi, il y a forcément des choses qui sont passées, ce qui a certainement contribué à revoir les positions. Je salue déjà le fait que les clubs n'aient pas décidé d'arrêter la compétition, parce qu'au-delà de tout, c'est des choses qui participent un tout petit peu à ternir les choses. Vous savez qu'on a vécu ce genre de situation les 3 dernières saisons et c'était pas gai. Ça aurait été une catastrophe que ce genre de situation arrive encore sous le magistère de Samuel Eto'o. Et maintenant, autre chose, je pense que les clubs ont plus agi, à mon sens, c'est ma lecture, je peux me tromper, par solidarité, parce que c'est eux qui ont soutenu ce projet, celui qui vise à redonner au football camerounais toute sa grandeur. Et maintenant, même s'il y a des difficultés, par solidarité, par respect des convictions, vous êtes obligé d'aller au bout. Ils ne veulent pas vomir un projet. Oui, vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout parce qu'il y a un problème. Il y a un problème, moi je pense qu'il y a un problème. Je fais le lien entre cette réunion et la sortie il y a quelques semaines de UMS de Loum. On a tous lu ce communiqué où UMS de Loum avait posé un certain nombre de problèmes. C'est vrai qu'ils avaient dit qu'ils déclaraient forfait, mais 2 jours après, on les a vus venir jouer. Moi, j'ai l'impression que tout cela est lié. Et moi, je dis, c'est bien que les clubs... UMS peut-être a tout simplement dit tout haut ce que les clubs même pensaient. Absolument, oui. Et peut-être que UMS attendait d'être suivi dans son mouvement par 1 ou 2 autres clubs. Et finalement, ils sont retrouvés seuls. Ils étaient obligés d'aller jouer. Parce que ça a souvent été ça le cas. Vous vous levez, vous présentez une situation qui est pourtant réelle. Mais comme vous êtes seul, on vous frappe après, c'est la catastrophe. Donc, je salue le fait que les clubs aient décidé de continuer à jouer. Le ventre vide, la main sur le cœur. Il faut simplement qu'ils aillent dans la même dynamique jusqu'en fin de saison. Et que demain ou après-demain, on n'entende plus qu'il y a une situation qui empêche de jouer. Autre chose, quand on a écouté le porte-parole, le premier vice-président de la SEC, le président Pierre il est revenu avec beaucoup d'insistance sur les revenus ou bien les retombées du naming. Ça veut dire que les clubs jouent avec... on va l'évoquer. J'espère seulement que demain ou après-demain, cela ne va pas créer une autre situation. Dans tous les cas, il y a accalmie, mais les clubs ont décidé de souffrir jusqu'à la fin de la saison. On va attendre. Alors, Christophe, est-ce qu'on est obligé d'en arriver à cette situation? Il y a une promesse qui est faite en début de saison. Elle n'est pas tenue, on ne sait pas pour quelle raison. Il faut que les clubs menacent pour que les virements commencent à être faits. Alex, souvenez-vous qu'ici en plateau, nous étions il y a 3 semaines avec le président de Mamoudou Bouddha, ici. UMS venait à peine de publier son communiqué. Et je vous faisais observer 3 choses au moins. C'est-à-dire mon embarras de constater que les promesses faites par l'exécutif de FECA Foot ne sont pas tenues. Et il m'interrogeait. Qui l'obligeait donc à faire ces promesses? Il y avait des contraintes.
à promettre mais ne pas réaliser. Et je m'interrogeais aussi sur la question de la prévision budgétaire. J'ai le sentiment que tout fonctionne sans prévision. Parce que, à la réalité, ce que le président Nia essaie de dire tout à l'heure, par rapport au stade, on a vu le match par exemple tout à l'heure à Douala, 36 000 francs CFA par rapport au public qu'on a vu au stade, alors Samuel Eto'o fils, c'est quand même surprenant. On ne peut pas imaginer qu'un Cameroun avec Samuel Eto'o pour la fédération, qu'on ait 36 000 francs pour le stade. Ça, c'est incompréhensible. Pour le Camerounais qui sait. Mais Samuel Eto'o va faire comment? C'est que vous. Écoutez, c'est quand même. C'est un label. Hein? Non, écoutez. Avec Cyril. Après tout, Samuel Eto'o fils, c'est un label. C'est un produit vendable. Que qu'il soit avec la fédération et qu'aujourd'hui, on soit à 36 000 francs de recettes, ça pose problème. Non, ça c'est la quote-part d'un club, hein. Ce n'est pas la recette totale. Si vous prenez le quote-part et puis la recette totale, ça ne produira pas grand-chose. Deuxième chose, il y a, en dehors de cela, les efforts des clubs en interne. Qu'est-ce que les clubs eux-mêmes font pour leur propre survie en matière de finances? Est-ce que les clubs ont des éléments sur lesquels ils s'appuient pour pouvoir s'autofinancer? Parce qu'avant tout, le club est d'abord une affaire privée. Alors, qu'on soit dépendant absolument de la foot ou de l'État, ça me pose un réel problème. Ensuite, maintenant, souvenez-vous l'an dernier, au sorti d'un séminaire avec les journalistes, l'exécutif de la fédération avait fait une déclaration indiquant qu'il y aurait des fonctionnaires véreux qui empêcheraient que la subvention de l'État soit payée à la FECAFOOT. Souvenez-vous très bien. Et qu'après, on ne sait pas ce qui s'est passé après dans cette affaire. Aujourd'hui, avait-on payé? N'avait-on pas payé? Et si on ne dit plus rien, c'est que peut-être la situation s'est normalisée. Il faut le dire. Pourquoi voulez-vous qu'on parle alors il faut le dire. Et c'est donc ça, la FECAFOOT communique très peu. Il faut communiquer pour lever les équivoques. Vous savez, la rumeur de place parce que la vérité n'est pas. Si on communique, il n'y aura pas de rumeur. Et à l'heure actuelle, ce que les clubs ont fait, comme on dit à Chiffre maintenant, ils sont obligés de jouer. Ils sont obligés. Parce qu'ils ont soutenu mordicus le projet du président actuel. Ils doivent assumer leur choix. Je suis de ceux qui pensent qui sont motivés pour dire qu'ils ne tentent pas de boycotter. Parce qu'ils ont accepté le projet, ils doivent assumer. Maintenant, s'ils doivent assumer, il va falloir simplement que les choses se fassent d'une manière assez claire. Qu'on parle de l'opacité par le passé. Et qu'aujourd'hui, on en soit encore l'opacité. Ça me pose un réel problème. C'est que le président Nia Yobé essaie de nous faire croire. Quand on a fait les révélations vendredi et que samedi, il en rend compte, alors que lui-même, il indique que ça va prendre 2-3 jours. Par quelle alchimie donc a-t-on réussi à faire passer en 24 heures? Ça veut dire simplement qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il va falloir huiler la machine, il faut clarifier tout. Il faut être assez clair dans ce qu'on fait au quotidien par rapport à ces événements-là. Alors, Bernard Joutan, Christophe a posé un certain nombre de problèmes. Quelle était l'urgence en début de saison, par exemple, de promettre 48 millions à chaque club? Des promesses qu'on n'arrive pas à tenir par la suite. Est-ce que vous voyez le problème sous ce même angle-là? Parce qu'il est clair que les présidents de club ont menacé et à la suite de leurs menaces, quelques virements ont été faits. D'abord, merci beaucoup parce que c'est un débat vraiment alléchant. On apprend beaucoup. Mais j'aimerais qu'on revienne sur une chose qu'on n'a pas précisé au départ. On a dit subvention sous condition. Ah bon? D'accord, en début de saison. Et la condition, c'était quoi? Les présidents de club devaient remplir certaines conditions. Au niveau salarial, au niveau des joueurs, au niveau des contrats, au niveau de la preuve que les présidents des clubs payent les joueurs. C'était sous condition. Si j'avais mal entendu, je crois bien que c'était sous condition. La subvention. Donc aujourd'hui, avant de poser le problème tel qu'il est, regardons un peu en arrière. Vous savez, moi quand je viens parler ici, en tant qu'ancien footballeur, tout à fait. J'aime toujours le dire, je suis proche de l'Africa Foot, parce qu'aujourd'hui, l'Africa Foot, c'est un footballeur qui est Africa Foot. Et on se doit, nous, footballeurs, de non seulement accompagner la fédération, non seulement mordre du cul, je dis bien défendre ce que Samuel Eto'o fait en tant qu'ancien footballeur, parce que nous savons ce que nous avons vécu en tant qu'ancien footballeur. Moi, j'ai vécu une fédération ici au Cameroun, en jouant au football Cameroun, où j'avais un président appelé Semengue. Où il prenait son argent de sa poche pour payer les joueurs. Comprenez? C'était de sa poche. Les Zundia ont perdu beaucoup d'argent. C'était des présidents, à une époque, des présidents dignes, excusez-moi de le dire. Aujourd'hui, il y a des présidents qui sont passionnés aussi, mais qui n'ont pas compris, bien fondé, d'avoir un monsieur comme Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football. Vous avez dit que c'est un label, Samuel Eto'o. Il sert à quoi un label?
il s'est allé chercher de l'argent. Il s'est allé prendre son image, aller récupérer de l'argent où il se doit. Mais pourquoi il n'y a donc pas cet argent? Pourquoi on ne paye pas? Excusez-moi, je vous dis une chose. Vous avez parlé de la subvention, que tout n'a pas encore été versé. C'est un président de club, c'est plein encore. C'est qui est normal. Parce que cette équipe, ça fait 1 an qu'elle est sur place. Cette équipe découvre certaines choses, apprend aussi certaines choses, il faut le dire. Rien n'est pas parfait. Excusez-moi. Arrêtons. Non, Samuel Eto'o est encore à l'apprentissage alors. Non, je ne dis pas Samuel Eto'o. Non, vous avez dit l'équipe, c'est lui qui est à la tête de l'équipe. C'est lui qui est à la tête de l'équipe. Un président de club qui est déjà président depuis 10 ans, chaque jour il apprend encore certaines choses. Quand je dis qu'ils apprennent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on découvre qu'il y a certains présidents de club, excusez-moi de le dire, qui ne jouent pas le jeu. Nous le savons très bien. Parce que quand le président dit que j'ai convoqué certains présidents, certains viennent, certains ne viennent pas. Il y a des présidents des clubs qui, dans cette situation, adorent ce moment parce que tout simplement, ils vont faire de chantage. Mais ça. Attends, je termine. S'il paye, il n'y aura pas de chantage, c'est ça le problème. Mais justement. Si l'argent est payé, il n'y aura jamais de chantage. Justement. Il faut chantage parce que ce n'est pas payé. Justement. Si moi je vous paye et que je me rends compte que les footballeurs qui doivent gagner de l'argent n'ont pas, dites-moi, quelque part, est-ce que le rôle d'un président, c'est de gagner de l'argent pour lui? C'est vrai aussi que le problème de, on a dit quoi, il fallait justifier. Voilà. Revenons à ce problème s'est posé. Voilà, revenons. Moi, je suis président des clubs. Mon objectif premier, c'est que mes footballeurs jouissent tous les mois d'un salaire et que quand ils vont dans un stade de football, ils sont heureux de jouer au football. C'est ça la position première d'un président. Alors, le président se doit d'aller chercher l'argent où il se doit, avant l'Africa Foot. Excusez-moi, c'est bien beau la subvention de l'Africa Foot, mais un président de club, il ne doit pas vivre la subvention de l'Africa Foot. C'est secondaire la subvention de l'Africa Foot. Quand tu es président de club, tu as un business plan, tu vas chercher le sponsor. Avant que l'Africa Foot ne t'apporte son aide. C'est d'abord comme ça, on doit réfléchir. La subvention doit être secondaire, pas le principe. Donc moi, c'est là où j'ai dit au président de club, vous n'utilisez pas l'image de Samuel Eto'o comme il faut. Excusez-moi de vous le dire. Moi, si je te présente un club aujourd'hui, et j'ai dit dans une émission un jour au président des clubs, n'ayez pas peur d'aller vers l'ancien footballeur. Vous avez tellement d'anciens footballeurs ici au Cameroun qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous donner des conseils. Allez vers eux, ils vont vous donner des conseils, comment on peut aller chercher un sponsor, comment on peut gagner de l'argent, vous mettre en partenariat avec les Vous parlez d'utiliser l'image de Samuel Eto'o, mais il faisait remarquer que Samuel Eto'o a beau être président de l'Africa Foot, on voit bien que les stades ne sont pas remplis. Justement, qui va remplir les stades? C'est l'Africa Foot, mais c'est les clubs. L'image de Samuel Eto'o. Mais justement, c'est pour ça que je dis vous encore une fois, l'image de Samuel Eto'o, utilisez cette image pour venir au stade. Ils vont venir au stade. Ils vont venir au stade parce qu'il y a tout un business plan à faire. Revenons, centralisons notre débat. Je dis, je répète au président des clubs, c'est peut-être que vous n'avez pas encore reçu la subvention que vous attendiez, mais vous savez très bien que vous l'aurez cette subvention. Mais comme on vous a dit, l'argent de l'Africa Foot doit être secondaire, pas. Ça ne doit pas être la principale source de financement des clubs. C'est secondaire. Parce que si vous allez chercher l'argent où il se doit, sponsor, on en a tellement. Prenons un petit exemple. Moi, j'aime bien. J'avais une discussion avec quelqu'un un jour. Peut-être que certains présidents des clubs vont. J'ai dit ça à certains présidents des clubs qui m'ont dit que c'était une idée. Le football camerounais, au Cameroun, tout le monde aime le football. Nous sommes passionnés tous. Même le premier supporter, le président de la République, il aime le football au Cameroun. Aujourd'hui, on est fiers de savoir qu'on va au stade, on voit du beau football déjà depuis un moment. Pourquoi on n'est pas utilisé? Nous avons des sociétés au Cameroun, publiques, parapubliques. À une époque, quand je jouais au tournoi de Yaoundé, la Caisse nationale de prévoyance sociale sponsorisait des clubs de foot, sans même avoir le contrat. La CNPS avait même son propre prévoyance de Yaoundé, on a connu cette équipe. Et imaginons aujourd'hui, imaginons aujourd'hui les impôts. Avec l'argent qu'ils ont, ils peuvent sponsoriser 3 clubs de foot. Combien de clubs sont allés vers eux pour demander, nous on veut le sponsor? Vous pensez qu'ils ne l'ont pas fait? Je ne sais pas s'ils l'ont fait. Comment c'est possible? Donc, je reviens à vous dire que au Cameroun, nous avons une société publique et parapublique. Imaginez seulement un seul instant. Laissez l'Africa Foot de côté. Chaque société publique parapublique au Cameroun sponsorise une équipe de foot. 200 millions par an, c'est quoi pour eux? Rien du tout. Donc, ne tirez pas seulement sur l'Africa Foot. Voilà des grosses sociétés camerounaises où nous payons nos impôts qui peuvent sponsoriser le football camerounais. C'est entendu. Alors, Président, on a suivi votre porte-parole tout à l'heure. Il y a ce problème avec le sponsor, on va dire MTN. On ne va pas se le cacher. Il y a un réel problème. Il a cité, je ne sais pas dans quelle disposition c'est inscrit, mais il a dit que les présidents de club ne peuvent pas refuser de jouer avec le sponsor parce que c'est écrit que vous n'avez pas le droit de refuser. Vous avez donc quoi en retour? Bien, je vais vous répondre une fois de plus. Avant le démarrage du championnat, il y a eu ce qu'on appelle un gentleman agreement.
qui avait été validé entre les clubs et la FECAFOOT. Le problème était posé de manière simple. Vous aurez une subvention. Encore que le mot subvention, c'est abusif. Vous aurez un appui de la FECAFOOT pour un total de tant de francs. Donc on vous a donné le montant. Le montant était bien clair, 48 millions. Si vous prenez 48 millions, il y avait 3 millions pour l'équipement. Il y avait 5 millions pour financer les clubs U15 et les U17 et 40 millions qui étaient censés accompagner le club et particulièrement le paiement des salaires des joueurs. Bon, quand... Non, on va poser le problème clairement. Je suis en train de... Vous allez poursuivre, On va poser le problème clairement. Oui. Parce que... Vous parlez vous parlez de MTN. Bien entendu. Donc les 48 millions de départ, c'était issu de l'argent de MTN. C'était donc ça. Vous devez comprendre bien ce que je suis en train de dire. Il était question que la FECAFOOT devait se charger de rechercher les sponsors, récupérer les fonds. Mais de ces fonds-là, elle nous garantissait d'ores et déjà les 48 millions. Et la FECAFOOT était même allée plus loin, qu'elle pourrait même, si tout se passe bien, doubler la subvention l'année prochaine, de manière à ce qu'à l'horizon 2024-2025, les clubs de Ligue 1 rattrapent même ce que donnent les clubs, la fédération, je crois, sénégalaise à des clubs. Là-bas, ça a des 100 millions au club de Ligue 1. Et donc vous comprenez que dans les 48 millions que nous récupérons, nous sommes conscients que la fédération elle-même ne fabrique pas, n'est pas la BEAC. La fédération doit elle-même aller maintenant se battre pour gagner les sponsors qui vont l'approvisionner en trésorerie, laquelle trésorerie d'autre part va nous revenir pour ce qui nous concerne. C'est pour cette raison que nous avons essentiellement discuté. Donc, en clair, la FECAFOOT est l'agent commercial des clubs. Hein? Pardon? La FECAFOOT, c'est l'agent commercial des clubs. Le service commercial des clubs. Mais vous savez, c'est elle qui cherche l'argent pour les clubs. Je vais vous dire, cela ne nous empêche pas d'aller chercher nous-mêmes des sponsors. J'ai fait toute une campagne. J'ai même des sponsors qui ne sont pas visibles sur le maillot. Parce que tous les sponsors ne sont pas seulement ceux qui viennent pour écrire leur nom sur le votre maillot. Vous avez des sponsors qui vous disent tout simplement que, bon, ben, sur vos papiers en tête, sur vos pages Facebook et consorts, nous devons figurer dessus. Il y a des sponsors qui ne sont pas visibles sur le maillot. La fédération, avec son bureau exécutif, a développé sa politique qui a consisté à dire que bon, ben, nous, on veut améliorer le sort du club et particulièrement le sort des footballeurs. Nous allons tout faire pour augmenter votre dotation. L'année dernière, c'était 20 millions. Cette année, c'est 40 millions. Si l'année prochaine, on peut monter à 80, nous, on va dire, continuer. Alors, est-ce qu'en l'état, à la date d'aujourd'hui, il y a un problème avec le sponsoring de MTN? Tout est beau, c'est bon, vous recevez ce à quoi vous avez droit, il n'y a pas de problème? Je vais vous dire, notre problématique, pour le volet qui concernait la FECAFOOT, c'était de nous assurer que nos 48 millions, on les aura. On est déjà à 50%. Il était 50%. Mais la saison n'est pas... Pardon? La saison, c'est à la fin. Hein? Il reste quelques journées là. Attendez, je vais vous dire que la fédération elle-même nous a apporté des garanties. Nous avons eu au cours de notre réunion le vice-président. Nous avons reçu le vice-président de la fédération, du comité transitoire, le président Essian, qui lui-même travaille en toute harmonie avec la fédération. Et nous avons eu également des assurances renouvelées de la fédération sur le comment est-ce que nous allons récupérer notre le reliquat de 50% de la subvention qui reste. C'est vrai que vous me faites constater que nous allons déjà à 75% du championnat. Et je suis sûr qu'avant de jouer les playoffs. Non, pas les playoffs, avant de finir la saison. Les 50% sont déjà épuisés, nous allons les encaisser. Et j'ajouterai aussi, pour attirer l'attention, parce que certains ont l'impression de penser que les clubs utilisent rien que les fonds de la FECAFOOT pour fonctionner. Et j'ai dit non, c'est faux. Les clubs ont des budgets de l'ordre de 150 millions en montant. Et ces budgets-là font partie intégrante du dossier
d'affiliation du club. Donc si vous avez un budget de 150 millions et que dans ce budget-là, vous tenez compte de 40 millions de l'appui de la FECAFOOT pour payer le salaire, vous avez un gap de 110 millions. Mais pensez un temps soit peu et que les clubs ne fonctionnent qu'avec l'appui de la FECAFOOT, c'est faire insulte à notre... Non, c'est pas possible. Ça, c'est clair que les clubs ne peuvent pas fonctionner uniquement avec... et vous avez vu le sacrifice des clubs. Quand bien même il y a eu un moment où la fédération accusait un petit retard, faut le dire comme ça peut arriver. Les clubs n'ont pas arrêté le championnat. Les clubs ont continué à fonctionner sous la base de leurs propres ressources, ainsi que les ressources qui émanaient d'autres poches. Ça peut être les sponsors, comme je vous l'ai dit, ça peut être les petites miettes de recettes qui arrivent aussi. Dans notre réunion, il fallait regarder tout ce qui est dans notre environnement, qui peut impacter sur notre finance et voir ce qui marche et ce qui ne marche. C'est ça que vous avez appelé la situation financière des clubs. Alors, voilà. Achille Foumena, c'est quoi le problème avec MTN? Non, je crois que le problème, à mon sens, n'est pas celui de MTN. La fédération veut certainement bien faire les choses et trop vite les faire, mais je pense qu'elle s'y prend mal. Je retiens quelque chose dans les propos de Bernard. Il a dit tout à l'heure que le nouvel exécutif est en train de découvrir le terrain. Et c'est une erreur. Parce que vous pouvez C'est une erreur de découvrir le terrain? Oui, c'est une erreur de découvrir le terrain alors que vous y êtes. Vous devez être capable vous devez maîtriser le terrain avant de rentrer dans la maison. Vous devez maîtriser le terrain. Ça participe de la stratégie. Parce que si vous ne maîtrisez pas le terrain, les politiques que vous allez appliquer quand vous êtes déjà dans la maison, vous les appliquez sur la base de quoi? Et ça fait donc maintenant qu'on se retrouve dans les errements qu'il y a. Et on ne maîtrise pas le terrain. On n'a pas bien étudié, on n'a pas bien pris le temps d'étudier l'environnement. Ils n'ont pas fait la reconnaissance. Et maintenant, on se lance à dire que c'est pas soit on veut convaincre le public ou les clubs en avançant des gros chiffres. Ça a été le cas avec la ligue, la ligue de football féminin, avec le championnat féminin. C'est quand même, moi je trouve ça irréaliste de penser qu'on peut arriver à une saison, on dit la subvention est à 20 millions, et la saison qui suit, on passe de 20 à 40 millions. Et après, on planifie que dans les 3 ans... Non, laissez-moi développer. Le président dit que ce sera payé, ils ont reçu toutes les... Il dit que ce sera payé, mais sauf toutes les confirmations. Et vous planifiez arriver à 100 millions dans les 3 années qui suivent, alors que dès les premières années, vous avez des difficultés. Je ne sais pas si le cas a été réglé. Je sais que jusqu'à une certaine date, il y avait encore le reliquat, la subvention, la saison 2021-2022. Alors, non, Bernard. Alors, si... Non, je ne suis pas là pour venir, je ne réponds pas à vos questions. Alors, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi, s'il vous plaît. S'il y a un reliquat, ça veut dire que l'ensemble n'a pas été payé. Alors, l'ensemble n'a pas été payé. Nous sommes déjà à la moitié de l'autre saison. On a annoncé maintenant un chiffre de 48 millions qu'on a de la peine à respecter, parce que là, ce que les clubs font, c'est une sorte de solidarité, parce que là, ils ne nous disent pas la vérité. Que mon père m'excuse. Moi, je peux me tromper, mais j'ai le sentiment, parce que je connais un peu la poigne de la SEC, je sais quelles ont été les positions de la SEC ces dernières années, et après tout, on est des journalistes, et parallèlement, on a des informations, on sait comment on fait nos investigations. Tout à fait. Donc, c'est plus par solidarité que les clubs agissent. Et je dis, c'est là le problème. Je vous ai pris le cas du football féminin, où on est arrivé, on a trouvé que les filles avaient 25 000, on est passé de 25 à 50. Non, on est passé de 25 à 100 000 francs du coup. Et la saison d'après, on est parti de 100 à 50 000. C'est parce qu'à la base, on ne prend pas le temps de mesurer l'environnement. Le nouvel exécutif à la fédération a quelqu'un qui rêve grand à sa tête. Ça, c'est une bonne chose. Mais sauf que parfois, c'est une erreur à mon sens de penser qu'on peut changer le monde en un jour.
Avec des milliards annoncés. Non, vous avez vu ces milliards. C'est où? Les bus sont où? Ils nous ont dit que c'était le contrat le plus juteux jamais signé à l'Africa Foot. Où sont les bus? Jamais signé à l'Africa Foot. Non, ça c'est des annonces. Ça c'est juste l'effet d'annonce. Moi j'ai pas vu de bus. On nous a annoncé les bus. Bon, maintenant, l'argent annoncé, j'espère qu'il est là. Moi, je ne veux pas revenir sur One All Sport parce que si on ouvre ce chapitre, je pense que le matin va nous trouver ici avec tout ce que nous avons vu à la Coupe du Monde où les joueurs s'étaient entraînés avec les chaussettes Puma alors qu'on était bon. L'émission, c'est sur 90 minutes. C'est vous qui avez évoqué. C'est vous qui avez évoqué. Tout à fait. Très bien. Donc, je dis, à mon sens, c'est ça le véritable problème. Ça veut dire qu'il y a, c'est Christophe qui l'a souligné ici, il y a comme une sorte de navigation à vue. Non, qu'on soit modeste, on n'a pas besoin de se mettre dans une posture où on veut absolument convaincre les gens en avançant des choses on vous a suivi. Sur le terrain. Alors, Christophe a réagi, mais je préfère, on va permettre à Bernard de rapidement réagir au propos d'Achille. Christophe va prendre la parole. Vous ne me surprenez pas parce que vous faites partie de cette clique de personnes qui pensent que... Laissez-moi finir. Ça, je le savais. Vous avez parlé, ça ne m'étonne pas. je vous ai écouté. Non, Bernard, on va rester pour toi. On reste pour toi. Quand je parle de clics, c'est pas mal fait. Je parle de clics. Ce n'est pas mal intentionné. Quand je parle de clics, c'est pas méchant. Non. Moi, je suis quelqu'un... N'ajoutez pas non plus. Je suis quelqu'un qui aime la discussion. Je dis pourquoi, parce que j'ai constaté une chose, que cet exécutif qui est depuis 1 an n'a jamais été aussi critiqué que jamais dans une fédération. Parlons vrai. Depuis que Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football, je n'ai jamais vu une tête de fédération aussi critiquée. Mais vous ne comprenez pas pourquoi? Non, c'est un label. Laissez-moi terminer. C'est pour ça que je viens à ce qu'il disait tantôt. Il nous dit que faire des préventions, c'est-à-dire que dire à des présidents des clubs que je vous donne 20 millions, l'année prochaine je veux 40 millions, après 80 millions, c'est mal fait de dire. J'ai dit c'est irréaliste. Non, c'est pas irréaliste. Vous ne pouvez pas dire que je suis irréaliste quand c'est pas encore fini. Attends la fin de saison. Si à la fin de saison, il a donné 40 millions, vous avez dit quoi? Mais vous n'avez pas donné l'argent de la saison dernière. Qu'est-ce que vous en savez? Vous dites qu'il y a quelques clubs qui n'ont pas eu. Vous n'avez pas donné. Donc il manque 7 millions. Je vous ai dit encore ici dès le début que la subvention que M. Samuel Eto'o, qui est la fédération, c'est à promis au club. Il y a aussi des conditions. Il y a certains présidents de club qu'il faut parce qu'il faut. Il faut aussi reconnaître que la subvention ne commence pas avec Samuel Eto'o. Mais excusez-moi. Oui, on est d'accord. Il y avait des subventions. Est-ce qu'il donnait toujours? On ne sait pas. Moi, je dis, bon, je vous réponds une seule chose qui est simple. Cet exécutif travaille et les présidents des clubs le savent. Les présidents des clubs sont sûrs qu'ils vont avoir leur syndicat d'ici la fin de saison. Ils le savent. Pourquoi ils le savent? Parce qu'ils ont des réunions quotidienne avec la Fédération camerounaise de football. C'est rare de voir... moi, j'ai la chance un peu de côtoyer le milieu, de voir des présidents des clubs. Je cache souvent la Fédération, je les vois arriver, ils ont des réunions avec la Fédération, ils discutent, ils échangent tout le temps. Il faut accepter qu'il y a cette harmonie. Vous dites que les présidents des clubs viennent vous mentir parce qu'ils vous disent que ils vont avoir de l'argent et ils vont jouer parce qu'ils sont sûrs qu'ils vont avoir de l'argent. Vous dites non, ils disent ça parce qu'ils veulent faire plaisir à l'exécutif. Non, parce qu'ils sont sûrs. Parce qu'ils savent que les gens avec qui ils ont en face d'eux, ces gens qui sont des professionnels qui travaillent et qui savent que quand on a toujours dit, ok, on peut avoir un retard d'une semaine, de 2 semaines, mais ça arrive toujours. Mais vous, ce que vous tentez de faire, c'est faire croire aux gens que, comme à la tête de l'exécutif, il y a un président qui est ambitieux, c'est mal d'être ambitieux, monsieur. Non. Non, vous m'avez pas compris. C'est ça que vous avez dit, excusez-moi. Ce n'est pas mal d'être ambitieux. Dis à un président de club que je vous donne 40 millions aujourd'hui. Vous n'avez pas compris. L'année prochaine, je vous donne 80 millions. C'est bien de le dire. C'est bien de le dire et encore mieux de le faire. Mais si vous le dites, attendez à la fin de saison. Mais puisque la saison dernière, vous ne l'avez pas fait. Achille et Bernard. Non, c'est pas. On va notre discussion n'est pas pour nous deux. On va passer la parole. Moi, je reviens. Je termine. Vous avez fait la précision. Je termine. Ne prenons pas le football camerounais en otage. C'est le football de tous les Camerounais. Vous ne pouvez pas être d'accord avec l'exécutif qui est la fédération. Vous faites un bilan à la fin de saison. Car le bilan. Est-ce que c'est réussi ou pas? Oui, à la fin de saison, faites le bilan. Ne faites pas le bilan à moitié de saison. Merci. Très bien, c'est entendu. Alors, Christophe, on revient sur notre problème. Le problème, c'était la subvention de MTN. Oui, c'est une D'abord, on a suivi le porte-parole des présidents de club. Il dit qu'il y a une disposition qui interdit à un club de refuser de jouer sans MTN. Bon, ça peut figurer. Bon, s'ils l'ont accepté. Oui, sauf que ce que je vais relever, c'est que ce n'est pas une première.
C'est-à-dire que nous sommes à LFPC. Les MTN payaient 25 millions en Elite 1 et 14 millions en Elite 2. 70% était pour les clubs, 30% pour le fonctionnement. Sauf qu'il y avait cette ouverture, on disait au club, le club qui ne veut pas jouer avec MTN ne prend pas l'argent. Tout à fait. Mais cette fois-ci, on dit qu'ils n'ont même pas la possibilité de refuser. D'exclusivité. Or, malheureusement, c'est eux qui ont décidé de signer. Les présidents savent ce qu'ils ont accepté. La fédération elle-même s'est engagée. Je pense que, et je l'ai dit, je vais le redire, la FECAFOOT a des problèmes de communication. Tous ces bourglucs qui se créent là, c'est qu'on n'anticipe pas sur l'information. Vous parlez tout à l'heure de l'affaire de Rouen en passant. Est-ce que vous savez que le communiqué indique que c'est le contrat le plus juteux jamais signé au Cameroun? Jamais signé. Des termes pareils. Aujourd'hui, la fédération, en observateur, avertit simplement. On peut questionner ses ressources. Est-ce qu'elle a encore de l'argent? Est-ce qu'elle a des moyens? Je le dis parce que je prends le cas de la saison dernière. J'ai sous ma main dans mes effets, après recherche et éléments de base, des hôtels qui réclament encore de l'argent à la fédération. Qui réclament, qui revendiquent à la fédération. Vous pensez que la fédération a de l'argent pour payer cette ardoise-là? Alors, question maintenant. Les revenus depuis un an, comme dit Bernard, où en sommes-nous? Parce qu'il va falloir laisser le public dans le doute. Parce qu'en étant le public, on évite des contestations. Vous avez dit qu'on critique. Oui, parce que le public attendait beaucoup. Après l'arrivée de d'office, je vous assure, les Camerounais attendaient beaucoup. On pensait à une révolution à la fédération. Malheureusement, on reprend les mêmes et on continue. Parce que les questions de MTN aujourd'hui, on l'a fait par le passé. La fin des filles, 50 000 francs CFA de salaire, on va à 100 000 francs et on fait un rétropédalage. Ça a commencé. Pourquoi on va engager cela? Tout cela nous amène à penser qu'il y a l'amateurisme dans le fonctionnement. Or, est-ce qu'on méritait ça avec notre icône? Non. Non du tout. Donc le fait de critiquer n'est pas pour dire qu'on est contre. Non, c'est parce qu'on veut simplement faire comprendre que, et avant de prendre des décisions ou de prendre des engagements, il faut mesurer. Parce que là, ça permet qu'on soit à l'aise. L'an dernier, ils ont eu 27 millions. Les groupes, ils ont joué. Ils ont joué le championnat en 4 mois. Et très bien fait. Avec les playoffs. On aurait dû continuer en 2 ans à payer 27 millions. Quitte à ce qu'ils jouent très bien également, on termine. Et ensemble, on essaie de voir quelles sont les niches d'entrée. Les stades ne produisent pas d'argent aujourd'hui. Malheureusement, on est mis dessus. La Coupe du Monde, on y est allé. Rentrer au premier tour. On voulait aller plus loin. On voulait un peu de sous. On n'a pas réussi. La CAN dernière, au Cameroun, on est sur le 3e. On voulait rapporter la finale. On aurait eu un peu de sous. Voilà la Coupe du Monde des femmes. On n'y va pas parce qu'elle est éliminée. Voilà les U20 et parce que Barré. Tout cela, c'est des niches d'argent qu'on aurait pu avoir. Alors, dès lors qu'on n'a pas pu faire cela, on peut se rebiffer, on peut revoir la conduite. Parce que la saison prochaine, il va falloir donc, dès maintenant, faire des prévisions pour qu'à la suite de ce qu'on va annoncer comme financement, comme préfinancement, qu'on soit à l'abri des critiques. Les 500 millions de l'État du Cameroun, est-ce qu'on a payé cela? Est-ce qu'on n'a pas payé? Pour l'instant, ils sont préoccupés par la subvention de la FECAFOOT. Ils ne parlent pas de non, on parle des pouvoirs publics. On parle des financements. Non, on gère d'abord la FECAFOOT. 500 millions de l'État du Cameroun, est-ce que l'État a payé ces 500 millions? Non, le président du club n'en parle pas. Pourquoi? Ils sont d'abord intéressés par la FECAFOOT. Pourquoi? Alors, on va sortir de ce sujet avec vous en quelques mots, président. Oui. Oui. Tout simplement pour dire que, bon, apparemment, c'est devenu le procès de la FECAFOOT. Alors qu'il était question de parler de l'objet de notre réunion. Et je vous ai donné un certain nombre d'éléments. Je vous ai dit que nos problèmes qui impactent nos finances et sur lesquels nous nous sommes penchés. Il y a eu certes l'appui de la FECAFOOT qui a été évoqué. Il y a la subvention de l'État qui est toujours attendue. Nous, on n'a pas encore vu. Alors, mais ça, ce n'est pas la FECAFOOT. C'est pas encore le moment. Vous allez secouer l'État bientôt. Vous gérez d'abord la FECAFOOT. Vous gérez d'abord la FECAFOOT et après vous allez passer à nous avons fustigé. Écoutez, nous avons fustigé le comportement de certains arbitres. Parce que si les arbitres continuent à dégrader les matchs, ça va fuir les spectateurs. Et les spectateurs, c'est eux qui constituent aussi un pan de nos finances. Donc, mais vous savez qu'on critique aussi les clubs. On a vu le stade de Bafang qui est suspendu. Et si les joueurs, les clubs, on va dire quoi, ne sensibilisent pas leurs supporters. Pourquoi vous laissez vos supporters rentrer dans les stades quand l'arbitre a sifflé pour ou contre vous? Non, vous savez, nous sensibilisons, même à travers nos réunions là.
les présidents de club sur un certain nombre de choses qu'ils doivent prendre, qu'ils doivent maîtriser pour sauvegarder le bon fonctionnement de leur équipe et même le bon déroulement des matchs dans leur stade. Parce que quand vous voyez les supporters, entre guillemets, qui sont les plus virulents, ne sont pas forcément les supporters. Il y a les parieurs là-dehors, que quand ils perdent l'argent, ils deviennent incontrôlables. Donc il faudrait que les forces de l'ordre aussi prennent des dispositions pour ce genre de cas de dérapage qui en aucun cas ne peuvent être considérés comme des supporters. Les supporters sont des gens qui sont fair play. Et il faut même ajouter une autre gangrène, j'ai vu dans les réseaux sociaux, et il faut attirer l'attention de la fédération. Nous l'avons fait dans le cadre de nos travaux, parce que là aussi, si ce n'est pas maîtrisé, c'est encore nos finances qui vont en pâtir. Il faut que les arbitres ils soient de manière formelle, mais alors vraiment avec toute l'énergie nécessaire. Ils disent qu'ils n'ont pas le droit de parier au XBet, je ne sais pas comment ils appellent ça, dans leur match. Il faut qu'ils arrêtent ça. Pour ceux qui s'amusent à le faire. Un arbitre parie pour un match qu'il va diriger. Oui. Mais quand je vois ça, je me dis, mais c'est terrible. J'y avais pas pensé. On a vu ça dans les réseaux sociaux, on n'a pas la certitude. En quelques minutes. Je voudrais relever que le cas de Bafang, à mon sens, relève plus des failles de sécurité, parce que je ne m'explique pas comment ces spectateurs font pour se retrouver sur l'aire de jeu. Donc je pense on a vu même à Douala. Voilà, c'est plus des cas, ça relève plus des failles de sécurité. Où l'infrastructure est bien construite, mais on voit que les gens... Oui, les supporters arrivent, parce que c'est sur l'aire de jeu qui viennent attaquer les arbitres. Je pense que ça relève plus des failles de sécurité. Très bien. En quelques mots... On doit condamner tous, passionnés du football. Condamner ces gens. Des violences. Ça ne doit pas arriver. On n'est pas d'accord avec un arbitre, on crie comme on veut à la tribune, on peut l'insulter comme on veut à la tribune. Même déjà insulter un arbitre, ça ne se fait pas. Entrer au stade et porter main sur un arbitre, ce n'est pas possible. Quand on est passionné de foot, et n'oublions pas une chose, encore une fois de plus, président des clubs, fédération, spectateurs, journalistes, c'est pour le bon fonctionnement du football camerounais. Tout à fait. Donc quand on veut le bon fonctionnement du football camerounais, on interpelle de la manière la plus cohérente pour que le résultat soit bon pour le football camerounais. Très bien. En quelques mots, on va évoquer en quelques mots la liste des 34 présélectionnés par le manager sélectionneur Rigobert Sambana. Je vous le disais, le Cameroun qui prépare les 3e et 4e journées de la CAN des éliminatoires, de la CAN Côte d'Ivoire 2023. On a la liste à l'antenne. 34 présélectionnés sera réduite à 25 ou 26. 26, voilà, dans la perspective des 2 matchs à venir. Match aller au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé le 23 mars. 5 jours plus tard, le 28 mars en Afrique du Sud, puisque la Namibie n'a pas de stade homologué. La Namibie va donc recevoir le Cameroun en Afrique du Sud le 28 mars. Le Cameroun est déjà en tête de son groupe des éliminatoires qui avait déjà été engagé. Le Cameroun a 3 points, la Namibie 1 point, Burundi 1 point. C'est finalement un groupe à 3. Alors, Rigobert Song, je pense que le Kenya a été réhabilité. Réhabilité? Maintenant, on attend les programmations pour voir si la CAF va réintégrer le Kenya. Alors, on a donc la liste des présélectionnés. Première question pour vous, Bernard Toutan. On a remarqué qu'il y a quelques retours. J'entends par retour des joueurs, par exemple, qui étaient à la CAN au Cameroun, mais qui n'avaient pas été retenus pour la Coupe du Monde. On peut parler de Harold Mokoudi, Ignatius Ganago, Stéphane Baroquin, Jean-Émile Onana, qui maintenant, après la Coupe du Monde, reviennent en sélection. Comment vous expliquez cela? Ça a toujours été le cas, parce qu'une sélection qui va en Coupe du Monde, on n'amène pas 30 joueurs. Le sélectionneur, il fait un choix. Il fait le choix dans sa logique des jeux, il fait le choix dans sa logique de passer un mois avec un groupe et qui dans le groupe peut apporter quoi. Moi, je pense que c'est la logique de l'entraîneur. Ce que moi, je trouve de fascinant dans cette liste de présélectionnés, c'est le maillage entre anciens et jeunes. Ouais, qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés, les Woods, que vous prenez les Château, ces jeunes qui sont de futur de demain. Et vous avez quelques anciens qui vont les transmettre ce que nous on a eu par exemple en 94. Moi je me rappelle en 94 quand j'arrivais avec l'équipe nationale du Cameroun, ma première sélection en Coupe du Monde, on allait à Clairefontaine. Moi j'étais avec Roger Mila dans la chambre, qui imaginait que avec Roger Mila. C'était des anciens qui passaient le flambeau aussi à la jeunesse que nous étions. Nous étions peut-être 12 ou 13 jeunes joueurs.
Rigobert Song, Fofou et tout. Et il y avait autour de ça des anciens comme les Roger, les Thomas qui nous ont transmis les valeurs. Donc aujourd'hui, quand je regarde cette liste, je vois le maillage qu'il y a entre ce que le sélectionneur a. Je ne sais pas, je pense que son idée, c'est un peu ça. C'est la transmission, la courroie, ce qu'il est en train de vouloir faire entre la jeunesse. Que vous prenez les petits Conroutes, que vous prenez les Chateau, que vous prenez les Boyono, ce sont des jeunes joueurs. À côté, vous avez des garçons comme Nkolo, qui sont des anciens, qui sont des gens qui peuvent transmettre. Moi, j'aime bien cette liste maintenant. Il faut voir quand il va la réduire. Et pour ceux qui ne sont pas en Coupe du Monde et qui sont là aujourd'hui, ce n'est jamais facile. Moi, je l'ai vécu en 98, j'aime le dire. En 98, je n'étais pas en Coupe du Monde. J'étais blessé tellement que je me suis dit, l'équipe nationale du Cameroun, je ne veux même plus. 6 mois plus tard, j'étais avec l'équipe nationale du Cameroun, j'ai gagné la Coupe d'Afrique des Nations derrière. Donc pour ces jeunes-là, je dis simplement, allez-y avec l'idée qu'il y a un coup d'Afrique nationale en Côte d'Ivoire et vous allez la gagner. C'est une chance à saisir. Alors Christophe, sur cette liste, on a remarqué que le manager sélectionneur a récemment séjourné en Europe. Il y a eu d'ailleurs toute une campagne pour communiquer sur son séjour en Europe. On s'est demandé si vraiment pourquoi cette communication. Mais quelques jours après ce séjour en Europe, la liste est rendue publique. On découvre des noms. On les a souvent appelés les binationaux. On a par exemple des joueurs qu'on n'avait pas très souvent vus en sélection. Les défenseurs ont le plus gros contingent de ces nouveaux arrivés là. Ngameni Daline, 23 ans, il est à Lorient en France. Il n'a pas beaucoup joué, 8 matchs seulement à ce jour, dont 5 en championnat, 3 en Coupe de France. On a Malcolm Bokele-Mpoutou, 23 ans, il est né à Lyon en France, 21 matchs dans les jambes, 19 en championnat, 3 en Coupe. Oumar Gonzalez, 25 ans, il est assez Ajaccio, 20 matchs cette saison. On a Flavien Boyomo, 22 ans, il est né à Toulouse en France, 27 matchs cette saison. Chez les milieux de terrain, Olivier Kemen, 27 ans. Carlos Baleba, 19 ans. Il est à Lille, en France. Olivier Kemen à Kayserispor, c'est en Belgique. Et puis on a surtout le jeune U21 de Chelsea en Angleterre, John Wayne Benjamin Elliott, 21 ans, 15 matchs avec les 15 matchs en tout cas cette saison. Lui, il est né à Londres, en France. Quelle lecture vous faites de ces jeunes-là? Je veux d'abord ici rappeler le travail qu'il a fait. Parce que tout ce travail d'abord vient du président de la fédération. Je peux vous dire une chose. Le coach travail, vous dites que c'est le président de la fédération. Attention. Le coach travail, vous dites que c'est le président de la fédération. Non, laissez-moi finir mon propos. C'est le coach. Non, quand je dis moi finir mon propos, parce que c'est pas après ça mal interprété. Quand je dis au travail, ça dit quoi? Il y a un travail qui est fait entre le président de la fédération et le sélectionneur. Un travail énorme. Le président de la fédération, d'abord, en premier, d'abord, il a fait une tournée il y a longtemps, vous vous rappelez, il allait voir tous ces jeunes joueurs d'abord. Convaincre ces jeunes joueurs que vous pouvez jouer pour le Cameroun. Attention, c'est pas facile. Vous avez, les binationaux sont nombreux en France là-bas, qui ont 21, 22 ans, qui disent non, jamais je vais d'abord jouer pour l'équipe de France, mais pour l'équipe de la Hollande. De voir un enfant qui est un jeune qui a 19, 20 ans pour jouer pour le Cameroun, c'est pas évident. Donc, il y a d'abord ce travail en amont qu'il a fait. Le sélectionneur a fait ce travail d'abord au téléphone. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui souvent. Plusieurs fois, il a convoqué ses petits frères au téléphone. Il allait sur place. Et là, il y a eu une campagne, comme vous avez dit, de communication. Mais avant, il a fait d'abord. Il est parti d'abord. Il y a quelques mois, il était déjà en Europe. Mais pourquoi il a communiqué cette fois-ci? Non. Avant, il partait, il ne communiquait pas. Non, il a communiqué. C'est parce que vous. C'est le choix. Non, c'est parce que vous voyez quand ça vous voulez, ça vous arrange. Il était en France il y a quelques mois. Et vous avez moins communiqué dessus parce que comme la liste arrivait, vous avez posé le regard dessus parce qu'il y a la liste qui arrive. Donc je pense qu'il faut quand même aussi féliciter ce travail qui est fait. Parce qu'au Cameroun, on a tendance souvent à penser que c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. On a perdu beaucoup de joueurs, comme Untiti, à une époque. Mais ils ne sont pas encore venus. Donc, voilà. Qu'un nom figure sur la liste ne veut pas dire que non, mais déjà qu'un nom figure sur la liste, c'est déjà qu'il a déjà plus ou moins donné son aval. Tout à fait. Sinon, on ne met pas son nom dans la liste. Alors, oui, la question c'était pour... Oui, avec Cyril, grosso modo, j'ai toujours une préoccupation. Toutes les listes sont toujours à analyser, à critiquer. Ça, c'est vrai. Elle est l'œuvre humaine. Mais seulement, que recherche les gouvernements? C'est la question que je me pose toujours. Ça ne se voit pas là. C'est pour aller chercher à se qualifier la CAN, remporter la CAN, ou faire quoi? Parce que avoir ces joueurs, ces jeunes joueurs, ils sont très jeunes d'ailleurs même. Si parfois ils hésitent de venir au Cameroun, c'est parce que le plus souvent, ceux qui vont en campagne africaine, en campagne pour la Coupe du Monde, au moment d'aller en compétition finale,
sont très souvent mis de côté. C'est mon regard. C'est-à-dire qu'ils vont se lancer la campagne pour la CAN, ils se qualifieront pour la CAN. Dieu seul sait, au moment de la Côte d'Ivoire, combien seront retenus. Or, si le projet est de bâtir une équipe de jeunes joueurs capables d'aller des éliminatoires jusqu'à la phase de la CAN elle-même, c'est une bonne chose. Il faut de l'assurance. En dehors de la convocation, il faut les rassurer qu'on ira le plus loin possible avec eux. Sauf cas de blessure ou de maladie, ou le cas de force majeure. Sinon, avoir 17 joueurs, nouveaux joueurs, camerounais qui sont bien sûr des jeunes camerounais qui sont capables de produire du jeu, c'est une bonne chose. Mais la peur que j'ai toujours, c'est que à la fin, on va trouver des mécanismes pour que certains n'y aillent pas, pour que d'autres aillent. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'on n'ira pas. On ne refuse pas. À la CAN avec 30 jours. On ne refuse pas. Sauf que prendre un joueur de 17 ans ou de 18 ans dans les Lions qui ne doit pas jouer, c'est quasiment casser briser sa carrière. Bien sûr, alors qu'il aurait pu jouer pour la Hollande. Il faut. Je dis bien. Pu jouer pour la Belgique, non. pour. Cyril. Je dis bien, au Cameroun, on doit essayer de construire avec les compétences. Moi, par exemple, je n'ai aucun problème avec les anciens qui sont revenus. Mais le cas de Nkoulou m'interroge. Parce que depuis la Coupe du Monde, il a joué à peine 2 matchs. Hein. Son retour là, par exemple, parmi ces jeunes enfants, c'est pour faire quoi? Vous anticipez sur la question. Non, je voulais poser cette question okay. à Achille. Vous anticipez. Alors, j'ai parlé de quelques joueurs qui sont revenus. Tout le monde sait le tollé que la sélection de Nkoulou pour la Coupe du Monde a créé. Tout un tollé général. Dans le même temps, il y avait la non-sélection de Gandui. Nkoulou est là dans cette nouvelle liste, Gandui n'y est pas. Pour vous, c'est quoi? La page Lion indomptable, définitivement tournée pour Gandhi, c'est fini, on n'en parlera plus. Pour répondre directement à cette question, je pense que cette liste confirme le bannissement de Michael Ngandou. Pourquoi? Parce qu'on a vu des retours. Vous les avez déjà cités ici. Certains qui après la CAN n'étaient pas à la Coupe du Monde. Mais Ngandou n'est pas revenu. Je pense qu'il fait partie des défenseurs camerounais les plus compétitifs. Je pense que cette saison, il a 28 matchs joués avec un but inscrit. Bon, mais maintenant, je vais parler de Nicolas Nkoulou. Mais je crois que j'espère que cette fois Bernard sera mon ami, parce que quand c'est bien, il a toujours été ton ami. Non, entre guillemets, quand c'est bien, je dis que c'est bien. Je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est seulement le fait du hasard. Je pense que pour une fois, les choses sont bien dessinées. Parce que quand moi je vois cette liste, j'ai un regard différent de celui de Christophe. J'ai plutôt l'impression qu'on se projette pour 2026. Parce que quand vous avez des joueurs de 17 ans, 18 ans, 22, 23 ans, et pour une fois, c'est bien. Maintenant, si vous avez ces gars, si vous les gardez jusqu'en 2026, la CAN 2023, les CAN 2023 et 2025 deviennent des objectifs intermédiaires par rapport à la préparation de la Coupe du Monde, c'est une bonne chose. Mais si c'est encore dans nos habitudes, c'est-à-dire qu'on les amène pour aller gagner la CAN, et après on ne va pas gagner la CAN, on va les chasser comme disait Christophe, c'est un problème. Maintenant, pendant la Coupe du Monde, on a vu quelque chose. La paire Christopher Wu, comment vous l'appelez, Jean-Charles Castilleto, a donné satisfaction à tous les Camerounais. Et je pense qu'en l'état... non, Castilleto, voilà, a donné... C'était plutôt Castilleto Nkoulou. D'accord, a donné beaucoup de satisfaction. Beaucoup de satisfaction. Je peux même mettre Castilleto ici. Beaucoup de satisfaction. Et je pense que on doit au maximum permettre à ces gars de jouer le maximum de matchs possible. Et c'est pour cette raison que la présence d'Nkoulou, à mon avis, me dérange. Parce que je pense que nous avons déjà 2 joueurs qui peuvent jouer exactement le même rôle dans la tanière. Vous avez Nicolas Nkoulou d'un côté, vous avez Vincent Aboubakar. Vincent Aboubakar en plus parce qu'il marque des buts, il a une grosse expérience. Maintenant, je me demande comment Rigobert Song fait pour gérer le cas Nkoulou. Parce qu'à mon sens, vous ne pouvez pas appeler Nkoulou pour le mettre au banc. Quand Nkoulou arrive, ça doit même être lui le capitaine. Je pense qu'aujourd'hui... Mais vous venez de dire qu'il y a une paix qui a rendu satisfaction. Attendez. C'est parce que Nkoulou était au banc. Non, c'est pour cette raison donc que vous ne pouvez pas appeler Nkoulou et le ramener. Moi, je pense qu'on devrait le laisser. C'est une sorte de pression inutile que Rigobert Song est en train de se mettre sur le dos. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est mon avis pour répondre à la question sur Nicolas Nkoulou. Alors, Président,
Je vous pose cette question. Sur 34, il y a un seul joueur du championnat local, hein, le gardien de Gazelle. Vous qui êtes... Vous avez dit d'abord que ce garçon, il est méritant par rapport à sa sélection. Ensuite, je dois dire que cette liste-là, ce n'est pas la dernière. Et nous pensons fermement que la dernière liste doit comporter encore d'autres joueurs amateurs. On ne peut pas... Non, ils ne sont pas amateurs. Le championnat est professionnel, non? Les joueurs locaux. Les joueurs locaux. Voilà, c'est comme ça qu'il y a toujours cette confusion-là. Quand ils viennent de l'étranger, on dit que ce sont les professionnels. Hein? Parfois, ils viennent de l'étranger, ils jouent dans les championnats amateurs. Exactement. Donc, vas-y, joueurs locaux. Nous attendons à ce que, dans le cadre de la valorisation de notre championnat, que régulièrement, dans l'effectif des Lions, quelle que soit la compétition, surtout lorsqu'il s'agit des Lions indoptables, que le championnat professionnel camerounais soit valorisé par la présence au minimum de 4. De 4. Non, il n'y a pas on n'avait pas le quota, ça serait s'immiscer dans la sélection, dans le travail du sélectionneur. Nous estimons que par rapport à la valeur de nos gars que nous voyons jouer ici tous les dimanches, nous méritons au moins 4 places parce que nous avons des gars de valeur. Et je voudrais également aussi rebondir sur un point pour dire que le fait de convoquer des jeunes joueurs de 17 ans au niveau de la sélection nationale, c'est même une bonne chose. C'est ce qu'on oubliait de faire avant. Et souvent, nous on s'est réveillés au moment où certaines nations avaient déjà embrigadé nos petits. C'est bien de s'y prendre un peu plus tôt cette fois-ci. Même s'ils ne viennent pas, même s'ils ne jouent pas, il faut qu'ils s'habituent déjà à la tanière des Lions et qu'ils commencent à prendre leur marque. Alors, on sort définitivement avec vous. Nadja, vous avez la fin pour vous, puisque vous êtes le footballeur, le seul footballeur du plateau. Alors, comment on joue contre la Namibie? Il faut absolument gagner. On a double confrontation le 23 plus le 28. Parce que là, c'est les éliminateurs de la CAN. Oui, mais quand on est le Cameroun contre la Namibie, on va gagner forcément. Quand on ne gagne pas, c'est une erreur professionnelle. Je crois que tous nos joueurs le savent. Ils savent qu'aujourd'hui, le Cameroun, c'est une figure dans le football africain. Quand on va jouer contre la Namibie, la Zambie, bien contre le Tchad, contre n'importe quoi aujourd'hui, on se doit. Je crois que c'est la devise même du sélectionneur. C'est pour ça que vous vous rappelez le match qui a fait un peu couler dents quand le président a pris la parole dans les vestiaires. Que c'était pas professionnel. Parce que quand on est le Cameroun aujourd'hui, quand on se déplace quelque part, on doit se faire respecter. Et on se fait respecter en respectant le football. Quand on a un football, si on peut marquer 10 buts, on marque 10 buts. C'est comme ça qu'on respecte l'adversaire. Je vais revenir un peu plus ou moins sur la jeunesse qui compose cette liste. Le grand frère a fait allusion à ça. C'est pour ça que je suis revenu sur... On va parler au cas Mbappé parce que c'est autre chose. On va parler au cas Umtiti, comme d'autres, qu'on a loupé. Pourquoi? Parce qu'on a attendu 23 ans, 24 ans. Un président de club, Je suis président de club en France. J'ai un jeune joueur comme Enzo Chateau. Mon idéal, c'est qu'il puisse jouer pour l'équipe de France parce que je veux le vendre. Donc je vais faire tout. Je vais aller chez sa mère tous les midis s'il faut aller manger avec elle pour son fils pour l'équipe de France. C'est ce que on n'a pas su faire à un moment. Aujourd'hui, on le fait, tant mieux. Il faut féliciter ça. C'est pour ça que ce soit les Oumar Gonzalez, que ce soit les Boyono, que ce soit tous ces jeunes-là, les routes qu'on a pris, je suis heureux parce que je sais que ces joueurs, pour une fois qu'ils ont une sélection avec l'équipe nationale du Cameroun, on l'a déjà ces joueurs. Tout à fait. Et on ne peut que heureux, comme il a dit, que d'ici 6 ans, d'ici 3-4 ans, ces jeunes joueurs en Coupe du Monde soient vraiment ce qu'on appelle déjà nos anciens. Revenons sur Nicolas, vite fait pour une parenthèse. Nicolas, c'est quelqu'un qui a vécu les Coupes du Monde. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, j'ai dit ici en entrant que c'est quoi l'essence même d'une vie? C'est vivre, apprendre et transmettre. C'est ce que Nicolas a fait toute sa vie. Il a joué dans le football camerounais et le football européen. Il connaît. Ces jeunes aujourd'hui, que ce soit Oumar Gonzalez, que ce soit les autres, tout ça, ils vont apprendre de qui? De Nkoulou, justement. Parce que, comme tu as dit, Nkoulou peut arriver qu'il ne joue pas titulaire. Il peut être là parce que, regarde, 2017, il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Et c'était l'un des joueurs les plus exemplaires. Parce que Moukan, je peux vous dire. Mais on a foulé l'explosion dans la tête. Non. Oui, très bien. Oui, non, on ne relance pas le débat. On est à la fin. On est à la fin. Je suis. Moukan, je peux vous dire. Nkoulou, comme Vincent Bouaka, était exemplaire. C'est pour ça qu'on a gagné en 2017. C'est entendu. Merci beaucoup. Merci Bernard du temps d'être venu. Tout mon plaisir. On est toujours heureux de vous avoir. Tout mon plaisir, surtout quand on est aussi passionné que le football camerounais soit vraiment, je le dis encore une fois de plus,
nous sommes tous passionnés. On sait que les Camerounais sont tous des entraîneurs. On a comme 30 millions millions de Camerounais entraîneurs. Mais de grâce, faisons confiance à monsieur le sélectionneur, faisons confiance à monsieur le président de la fédération pour que le football camerounais devienne ce qu'il doit être. Tout à fait. Christophe Noubissi, merci d'être venu. Je vous remercie pour la confiance passée en moi. Je crois qu'on s'est bien amusé, on s'est dit des choses, et puis pour construire le football camerounais. Parce que la vérité, c'est qu'on se dit ici, c'est pour construire, pour améliorer, pour faire qu'on améliore. On n'a aucune intention de vouloir détruire. Tout à fait. Achille Foumena, merci. Oui, et merci également à vous et surtout bon courage à la SEC. La SEC qui a promis de poursuivre le championnat. Président, merci d'être venu. Merci à vous également d'avoir pensé à inviter ma modeste personne pour que je puisse vous édifier sur le fonctionnement de la SEC. Je voudrais adresser mes remerciements à tous mes collègues présidents de club pour avoir participé si nombreux à la dernière réunion de la SEC. Notre rendez-vous a été calé pour le 17 prochain. On sera à nouveau ensemble. Pour les quelques-uns qui traînent souvent les pieds, vous avez tout le temps pour décider, pour prendre les dispositions afin d'être là avec nous le 17. Et je voudrais également m'excuser auprès de certains des hommes de médias qui, à la fin de la dernière réunion, n'ont pas pu obtenir le communiqué final. Un communiqué final. Ce n'était pas prévu de sortir un communiqué final à l'instant. Parce que lorsque nous tenons nos réunions, nous sortons un communiqué final. Et si ce communiqué est destiné à des institutions ou à des personnalités, ce ne serait pas normal que la presse les reçoive avant. Avant. Tout à fait, c'est entendu. Acheminer à qui de droit d'abord et ensuite communiquer. On n'a pas eu le communiqué final, mais on a eu le porte-parole qui s'est exprimé voilà. devant la presse. Merci d'être venu, président. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de 100% Foot. Madame, monsieur, merci d'avoir regardé cette autre livraison de 100% Foot. On va dire merci à toutes les équipes techniques de Douala à Yaoundé, les équipes techniques réunies autour du réalisateur Joël Essengue. On se retrouve lundi 21h, mardi 22h30. Bonsoir à tous.